voici à la frontière de la Tunisie et de l'Algérie. Maritime ou terrestre, une frontière bien gardée, depuis longtemps même, autour du fort de Tabarka. Temps mitigé ce matin, le vent souffle, il a plu. La terre surprise est très verte. Ce n'est pas encore la chaleur écrasante des jours d'été quand la masse des vacanciers passe les postes frontières de l'ouest tunisien. Ils sont 1 million, les Algériens, à emprunter ces routes chaque année. 1 million. Peut-être un bon signe dans cette Afrique du Nord, aux frontières parfois bien hermétiques. Oui, des choix comme tout le temps dans la vie, à droite, à gauche, en haut, en bas. Bon, moi j'ai choisi en haut à gauche. Vous voyez où je suis? Pas du tout. Je suis... Non, pas du tout, je vais vous dire ça tout de suite. Je suis dans la Kroumiri. C'est un véritable coup de cœur que j'ai eu pour cette région. On est un peu loin de la mer, c'est la Kroumiri, oui, oui, et ça se dit sans éternuement. La Kroumiri, où autrefois, figurez-vous, Georges, les Romains venaient chasser les lions vivants pour les mettre dans les jeux du cirque. Et ils les ont tous attrapés. Et ils les ont tous attrapés, mais ils n'ont pas tout mangé dans les jeux du cirque. Enfin, en tout cas, c'est une balade qui commence en Kroumiri, dans laquelle je vous amène tout de suite. En attendant la mer, il y a cette autre Tunisie, brûlante au soleil, où l'on recherche le coin d'ombre. En bord de route, déjà une première rencontre. Combien de moutons est là pour... فاهمه اقول انا قالت لك الجداع هذاك تبيعوا لك هز elle t'a dit, elle te vend la chèvre, tu prends le... Il n'y a pas la place dans la voiture. C'est ton problème. لا انا نحب نبيع ماشي في كاس Elle veut vendre. Je comprends, oui, tu veux que je l'amène pour la manger à l'hôtel. Bon, on ne peut pas faire ça à l'hôtel. قلت لها تصور فيا Eh bien oui, c'est comme ça. Les gens d'ici ont toujours quelque chose à vendre. Alors il faut discuter, marchander. C'est une affaire de politesse. Le voyage a bien commencé. La Kroumiri, une région montagneuse où l'on croise encore des sangliers. À l'heure de la sieste, des hommes sont au travail. Ce sont des dizaines de forestiers qui déshabillent autant de chênes-lièges. Le bouchon de nos bouteilles naît ici, à bon marché et sous un soleil de plomb. Il y a combien de personnes qui travaillent sur un chantier comme celui-là? Ça dépend de la parcelle qui est exploitée. Par exemple, on trouve parfois jusqu'à 100 ouvriers. Ah oui. Il y a différentes tâches aussi qui sont très précises. Il y a celui qui a la hachette, Oui. c'est le spécialiste qui fait le travail. Oui. Il y a des gens, ceux qui transportent aussi le liège pour l'empiler. Il y a des gens qui ramènent l'eau pour tous ces ouvriers parce que c'est une chaleur énorme quand vous faites. Le chantier est bien organisé. Bien organisé, c'est sûr. Fawzi est le responsable tunisien du WWF. C'est notre guide forestier pour la journée. Ça c'est un très bon liège. Vu l'épaisseur qui sera facilement fabriqué comme bouchon, avec l'épaisseur qui dépasse à peu près les 4 cm. C'est un bouchon entier qui sera fabriqué à partir de là et qui sera dans les bouteilles de vin en France. Combien de temps ça met pour repousser une écorce de liège? De 9 à 12 ans. D'où toute la forêt qu'on voit ici, c'est une forêt naturelle qui a plus de 100 ans. Hein. Ça, par exemple, a été récolté peut-être 8 fois. 8 fois qu'elle donne du liège. Lorsque on taille comme ça la forêt pour extraire le liège, est-ce qu'on détruit la forêt? Non, on entretient la forêt. Déjà, pour accéder aux arbres, on fait du nettoyage qui permet aussi de dégager un peu la forêt afin que la lumière passe et afin que la vie continue. Mais en plus, quand il y a des chantiers, c'est aussi un système de surveillance contre les incendies. Dans cette région, où il neige souvent en hiver, la nature a bien fait les choses. Lacs, forêts, rivières, la Kroumiri et le château d'eau de la Tunisie. Il pleut jusqu'à 1200-1500 mm par an dans cette zone-là. Et cette forêt qui capte tout l'eau, la Tunisie a fait une bonne gestion, une stratégie de collecte de l'eau dans des barrages qui sont interconnectés afin de permettre à canaliser l'eau
pour l'irrigation, pour le tourisme, pour toute la Tunisie. Nous, en Tunisie, on n'a jamais eu de pénurie d'eau. Et le tourisme, les Le hôtels. tourisme et tout ce qui est consommation nationale, c'est les 20% avec l'industrie. La grande consommation de l'eau, je crois aussi en Afrique du Nord, et surtout en Tunisie, c'est à 80%, c'est l'agriculture. Ah ben, je ne savais pas. Tabarka, son fort génois et sa côte de corail. Le professeur Chedli Raïs, spécialiste en la matière, nous accompagne avec une équipe de corailleurs. Matériel de plongée sophistiqué, caisson de décompression, armateur à bord, affaires sérieuses. Tu vas à quelle profondeur? À 85, 82. Et tu pars tout seul? Ouais. À une telle profondeur, il n'y aura aucune assistance en cas d'incident. Combien de temps il reste sur la Il mer? reste entre 15 et 25 minutes. C'est courageux d'y aller tout seul comme ça. Bien sûr. Allez. Voilà, top, chrono. Allez, Hassan. بشوي بشوي يا حسن الزح. Yes, yes. En profondeur et en pleine obscurité, une course contre la montre a déjà commencé. Pendant ce temps, le professeur Raïs ne nous cache pas son pessimisme sur l'état des fonds marins. Maintenant, la ressource, elle s'est rarifiée. Il y a beaucoup moins. Il faut aller à des profondeurs très importantes pour trouver des pieds exploitables. Et d'ailleurs, vu la croissance très lente du corail, je ne sais pas si on peut vraiment la qualifier comme ressource renouvelable. C'est une pêche qui ne pourra pas être durable. Et là, ici, dans les eaux tunisiennes et aussi un peu dans les eaux algériennes, c'est les zones marines de Méditerranée où il y a encore du corail. Le corail a pratiquement disparu des profondeurs accessibles à la plongée, par exemple de plusieurs côtes sud-européennes. À l'état naturel, c'est déjà un bijou unique, rare. Les récifs coralliens n'ont rien à voir avec ce corail rouge de Méditerranée qui est le meilleur corail. Ce n'est pas parce que je suis méditerranéen que je le dis, mais c'est vraiment... Un peu quand même. C'est parce qu'il est le plus recherché au niveau de l'artisanat du corail. Ça doit valoir une fortune. Ça vaut beaucoup d'argent. Ça va, Séri? Ivre de mer, le plongeur au mental d'acier n'a qu'une poignée de minutes pour se mettre à l'abri d'un accident. Il récupère tout de suite au caisson. D'accord. D'accord? C'est comme une décompression qu'il fait. Hein. Mais c'est un peu dangereux, non? Bon, c'est un peu dangereux, oui, mais la règle dit qu'on peut remonter au caisson en moins de 3 minutes. Mais les plongeurs, ils acceptent ce risque-là quand même? Bon, on a pris ce risque. Et alors, c'est notre métier. On sait ce que ça veut dire, mais bon, on prend des précautions quand même. C'est pas n'importe comment on fait ça. Combien de temps il va rester alors là? Suivant les paliers qu'il fait. Donc, il a fait 21 minutes au fond, donc il va rester presque 1h30 au caisson. Il va arriver pour déjeuner en fait. Voilà, c'est ça, peut-être, oui. De Bizerte à Tabarka, les derniers corailleurs prennent des risques avérés. Pour quelque temps encore, car chacun sait ici qu'il n'y aura plus de corail rouge dans peu de temps. À qui la faute? Autorités, pêcheurs, joailliers ou clients? Responsables, mais pas coupables. On connaît le refrain. Un petit mot qui nous vient de Tunisie via le web à propos de la légende du corail de Tabarka. Comme on l'a vu il n'y a pas très longtemps, je voulais t'en parler dès maintenant. On nous signale que, en fait, on appelait aussi ce corail de Tabarka les cheveux de la sirène Morjane, d'où le nom du corail rouge en arabe tunisien, El Morjane. Désolée pour l'accent. Tout ça pour que je lui ramène du corail rouge. J'ai bien compris. S'il te plaît. On va quand même partir en baie de Tunis, d'accord?